Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. La rencontre Ouattara-Bédié-Gbagbo a eu lieu ce jeudi 14 juillet. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu au palais présidentiel avec ses prédécesseurs Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Cette rencontre entre ces trois leaders de la politique ivoirienne est l'une des recommandations du dialogue politique tenu en début d'année. La Côte d'Ivoire continue de se mobiliser au plan sanitaire contre le coronavirus. Le ministre de la Santé, Pierre Demba, vient de lancer à Yamoussoukro la campagne nationale d'immunisation contre la COVID-19. L'objectif visé est d'atteindre 70% de couverture vaccinale à la fin de l'année. Nous sommes le 14 juillet aujourd'hui, jour important pour la France qui commémore notamment la prise de la Bastille. Le traditionnel défilé militaire de ce 14 juillet tenu sur les Champs-Élysées à Paris a été marqué par la guerre en Ukraine. Ce pays était à l'honneur cette année avec d'autres de l'Est de l'Europe. Soyez les bienvenus sur RTI1. La paix, la réconciliation se consolident dans notre pays. La rencontre Ouattara-Bédié-Gbagbo a eu lieu ce jeudi 14 juillet. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu au palais présidentiel avec ses prédécesseurs Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Cette rencontre entre ces trois leaders de la politique ivoirienne est l'une des recommandations du dialogue politique tenu en début d'année. Viviane Aimé. Il est 16h47 quand le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, signe son arrivée. Sa voiture s'immobilise devant le Petit Palais, où le président de la République a son salon privé. Il est accueilli par son hôte, le président de la République, Alassane Ouattara. 10 minutes plus tard, c'est la voiture du président du PDCI, Henri Konan Bédié, qui s'immobilise à son tour. Il est accueilli également par le maître des lieux, le président Alassane Ouattara. Installés tous les trois dans le salon privé, le président de la République et ses deux interlocuteurs pouvaient dès lors se parler face à face et sans détour. Le président de la République, Alassane Ouattara, démontre ainsi, une fois de plus, sa volonté de créer les conditions pour une paix durable, la stabilité sociale et la réconciliation des cœurs en Côte d'Ivoire. Et le choix du palais présidentiel pour abriter cette rencontre souligne le caractère républicain de cette concertation autour de la mère patrie, la Côte d'Ivoire. Après un peu plus d'une heure de discussion, le président de la République et ses deux hôtes ont fait une déclaration commune à la presse. Je suis avec mes prédécesseurs, le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo. Nous avons eu une très bonne séance de travail. Et nous sommes convenus que le Benjamin, Laurent va lire un document pour rendre compte des échanges que nous venons d'avoir. Doyen, vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Bon, d'accord, voilà. Bien, Benjamin, tu as la parole. La rencontre de ce jour a été une rencontre de retrouvailles pour renouer le contact et échanger dans la vérité, leur vue sur toutes ces grandes questions. Le président de la République et ses deux prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de la décrispation du climat socio-politique national en Côte d'Ivoire. Le président de la République a salué la spontanéité de la réponse réservée à son invitation. Les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, pour leur part, ont exprimé leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour son accueil fraternel. Je vous remercie. Voilà. Alors, je voudrais ajouter que je disais à mes prédécesseurs que les uns et les autres considèrent que c'est une réunion extraordinaire. Mais l'on doit considérer qu'elle est plutôt ordinaire et qu'elle sera régulière. Et chaque fois que mes prédécesseurs auront le temps de reprendre ces échanges, je leur ferai appel pour recueillir leurs avis et leurs recommandations. Je trouve que ce sera une très bonne chose pour la nation
d'entendre et d'écouter mes prédécesseurs, leur connaissance du pays, leur expérience, évidemment aussi le poids politique qu'ils représentent. Donc nous aurons l'occasion de nous revoir régulièrement en fonction de leur disponibilité. Merci beaucoup. Si cette concertation à trois n'a pas livré de détails, on observe cependant des bonnes dispositions de part et d'autre, ce qui conduit à penser que la décrispation politique est désormais sur les rails. Et elle était attendue, cette rencontre au sommet entre les trois leaders politiques ivoiriens. C'est d'ailleurs l'une des principales informations ayant cristallisé toute l'attention cette semaine, le rendez-vous du chef de l'État, Alassane Ouattara, avec ses prédécesseurs, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Au-delà de la symbolique, c'est surtout, vous allez le voir, pour les populations, le message d'une nation en pleine reconstruction. Le réenchantement de la scène politique ivoirienne qui rehausse notre pays, la Côte d'Ivoire. Le dossier politique de ce 20h revient justement sur cette rencontre de tous les espoirs. Il est signé Alexis Ouedraogo. Le rendez-vous était très attendu. Alassane Ouattara à ses côtés, ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Mercredi 6 juillet 2022, le porte-parole du gouvernement est face à la presse pour le compte-rendu du Conseil des ministres. Amadou Koulibaly annonce la rencontre ce 14 juillet des deux ex-présidents avec le chef de l'État. Inscrite dans la démarche impulsée par Alassane Ouattara et soutenue par les recommandations du dialogue politique achevé le 4 mars dernier, le rendez-vous est salué par l'ensemble de la classe politique. Le fait de se rencontrer, c'est une grande avancée dans le processus de réconciliation nationale. J'ai foi que tous les trois ont une haute conscience de ce que les Ivoiriens attendent d'eux. Mais au-delà des attentes, je dis que c'est une rencontre d'espoir. Sa démarche est un témoignage de ce que, après Houphouët-Boigny, c'est lui qui a aimé la Côte d'Ivoire. Les conclusions du dialogue politique préconisaient, entre autres, le retour à un paiement plus régulier de la subvention aux partis politiques et groupements politiques, la transmission au cabinet du Premier ministre de la liste des numéros de compte des personnalités dont les comptes étaient encore gelés, la révision annuelle de la liste électorale par la CEI, le réexamen du mécanisme de financement des candidats, le remboursement des frais de campagne à l'élection présidentielle et le renforcement de la sécurisation du processus électoral. La rencontre vient de l'avis des populations donner un signe fort à la consolidation de la paix. C'est une grande victoire pour la Côte d'Ivoire qui va servir d'exemple à d'autres pays. Je suis très content aujourd'hui même. Je pense que la démarche du président Alassane Ouattara est à féliciter, elle est louable. Ce n'est pas facile après tout ce qui s'est passé que le président veuille rencontrer les anciens présidents aussi. Ça démontre qu'il y a quelque chose de bon à l'horizon pour nous, les Ivoiriens, parce qu'on a besoin de vivre dans un pays de paix. Moi, mon appel, c'est que ces deux présidents également essaient vraiment de suivre le pas de M. Ouattara à pouvoir vraiment donner une paix définitive aux Ivoiriens. Une pensée que partage Denis Cazion, patron de presse, et maire PDCI RDA. Pour lui, ce sont surtout les retombées d'un dialogue constant qui sont attendues. Le président Alassane Ouattara, il est le chef de l'État. Tout ce qui peut être possible pour qu'avec ses frères, le président Bédié, le président Gbagbo, et même plus tard, avec les leaders des autres partis politiques, parce qu'il faut que cette rencontre-là soit vraiment élargie aux autres un peu plus tard, ce qu'on appelle le dialogue inclusif. Les décisions viendront de lui. Je souhaite que le 6 août au soir, lors de son message à la nation, les nouvelles, les informations qui vont être données, la déclaration qui va être faite, soit une déclaration qui soulage les Ivoiriens. Des mots que porte aussi le PPACI de Laurent Gbagbo. Pour avoir participé très activement à la 5e phase du dialogue politique, s'est tenue récemment, dont c'était d'ailleurs une des principales résolutions. Je dois vous dire que je me réjouis personnellement de la rencontre. Il en sortira de bonnes décisions qui impacteront positivement sur le processus de réconciliation nationale en cours pour une paix
véritable et durable en Côte d'Ivoire. Et sur le terrain, l'impact de cette décrispation est perceptible. Élu sous la bannière du RHDP dans le Gontougo, Noël Maïzan en rend le témoignage. Il garde en mémoire les tensions dans sa région au lendemain de la présidentielle de 2020 et il n'est pas pour reconstruire. Quand on a vu la trajectoire du président, mais on était obligé de s'assouplir. Et après, la vie a repris. Mais pourquoi la vie a repris? Parce qu'après, les populations, puisqu'on vit ensemble, c'est des familles, les parents étant venus, mais le déclencheur de ça, c'est parce que le président donne le pas. On a été tous pris de court quand on a vu le président Bédié avec le président Ouattara au Golfe. Mais on s'est dit, mais écoute, si nos grands patrons, de part et d'autre, se parlent, mais on n'a pas de raison de ne pas se parler. Et que je l'ai dit, en tant qu'élu, cette démarche-là a contribué à renforcer notre discours, à faire en sorte que ceux de nos militants qui étaient vraiment révoltés pour ces questions qu'il y a eu lieu là, mais vraiment ont estimé qu'effectivement, quand on voit les pas que le président pose, quand on voit les pas que le chef pose, mais il n'y a pas lieu de faire autre que ce que le chef fait, sinon on serait en train de désobéir. Une dynamique constante saluée au sein du parti. Cette rencontre sonne le retour de ces ex-présidents dans la démarche républicaine, qui tranche avec les défiances auxquelles, effectivement, nous avons assisté. Le problème de la réconciliation est derrière nous. La Côte d'Ivoire est réconciliée. Que ce soit à Bobo, à Yopougo, à Djamé, n'importe où, on se rend compte que les voisins vivent en parfaite intelligence. Il est question aujourd'hui de créer de la cohésion, davantage de cohésion. Il leur appartient de saisir la main tendue du président de la République et de s'inscrire dans cette démarche qualitative. À l'UDPCI d'Albert Mabritois-Keus aussi, l'on donne de bons points à cette démarche des trois leaders. Des attentes demeurent. Chacun de nous doit agir. Nous n'avons que ce pays pour nous et en partage, nous devons faire en sorte de léguer à ceux qui nous suivent plus que nous n'avons reçu des autres. Je voudrais espérer en tout cas que nous tous nous accompagnons le processus qui est en cours pour qu'enfin la Côte d'Ivoire retrouve sa paix et que nous prenions tout le chemin du développement. Avec cette image qui, ce 14 juillet, fait le tour du monde, la Côte d'Ivoire vient à nouveau de poser un pas de plus vers la consolidation de son unité nationale. Voilà, et c'était le rendez-vous du chef de l'État, Alassane Ouattara, avec ses prédécesseurs, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Rencontre de tous les espoirs. Dossier signé pour vous, Alexis Ouedraogo. Plus loin, en France, le président du CESEC, Eugène Aka-Awele, gagne la confiance de ses pairs. Il a été élu vice-président de l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires francophones à l'issue d'une assemblée générale. Le Français Thierry Baudet, président du Conseil économique, social et environnemental de France, préside désormais aux destinées de cette union pour 3 ans. Abou Sanogo. À l'issue de l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires francophones tenue à Paris, en France, le président du Conseil économique, social et environnemental de France, Thierry Baudet, va diriger cette fêtière francophone pour une durée de 3 ans. La Côte d'Ivoire assure la vice-présidence avec Dr Eugène Aka-Awele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Au cours des travaux, les deux personnalités ont démontré qu'elles sont en phase. J'ai proposé à mes collègues que nous réfléchissions ensemble à un programme d'action, un programme d'action concrète. Nous avons identifié des premiers sujets, qu'il s'agisse de la transition environnementale, de la place des femmes dans les sociétés de nos pays, de l'insertion professionnelle des jeunes ou encore de la question du développement et des flux migratoires. Il s'agit pour nous de demander d'accompagner en tant que vice-président, car il n'y a pas de chef d'entreprise, d'accompagner le président Thierry Baudet avec qui nous avons déjà tissé des relations fortes de coopération et de partenariat. Mais ces relations sont à l'image des relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et la France. Plusieurs sujets d'intérêt commun seront régulièrement débattus. Par ailleurs, les conseils économiques, sociaux, environnementaux voudraient bien inventer un nouveau type
de partenariat de la société civile organisée pour contribuer au développement de leurs différents pays. Voilà, et ce 14 juillet est un jour important pour la France qui commémore notamment la prise de la Bastille. Le traditionnel défilé militaire de ce 14 juillet tenu sur les Champs-Élysées à Paris a été marqué par la guerre en Ukraine. Le pays était à l'honneur cette année avec d'autres de l'Est de l'Europe. Pour le président Emmanuel Macron qui a présidé la cérémonie, les Français doivent se préparer à ce que la guerre en Ukraine dure. Les prochains mois seront très durs en raison de cette guerre, a-t-il déclaré. Et la bonne nouvelle pour notre pays, la Côte d'Ivoire va produire du biodiesel. L'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural et des partenaires ont signé une convention. L'accord vise à la transformation des sous-produits agricoles en biocarburant. La phase pilote a été lancée et elle nécessite la transformation d'une centaine de tonnes de sous-produits pour la production de 3000 litres de biodiesel. Dangui. La Côte d'Ivoire veut capitaliser son gisement de sous-produits agricoles du fait de sa forte activité agricole, et cela à travers la production de biocarburants, notamment le biodiesel à partir des graines d'EVIA et le biométhane à partir d'un mix de résidus agricoles. La mise en œuvre de la phase pilote du projet a fait l'objet d'une signature d'un accord tripartite entre ANADER, Scania, Total Energy Marketing ce mardi, en présence des représentants de coopératives agricoles qui espèrent ainsi améliorer leurs revenus. C'est pour nous une opportunité supplémentaire pour débarrasser d'abord nos plantations de tout ce qui était gênant, parce que chaque année, ces graines qui tombent, germent, poussent, et en herbe nos plantations, il faut forcément les nettoyer. Et ça vaut encore de l'argent. Mais nous voyons que maintenant, non seulement on sera débarrassé de ces graines, mais en plus de cela, ces graines seront vendues. Et ce qui est intéressant encore, c'est qu'à partir de ces productions, nous allons avoir des sous-produits. Nous aurons de l'engrais organique, nous aurons du gaz, nous aurons du gaz qui peut être utilisé dans l'alimentation et autres, et nous aurons aussi du tourteau qui peut servir dans l'alimentation animale. Pour les membres du gouvernement présents à cette cérémonie de signature de convention, la Côte d'Ivoire a tout à gagner en transformant les sous-produits agricoles. On est pressé pour que la première unité de production soit lancée et que le rendement fera en sorte que le coût du carburant va baisser. J'appelle de tous mes voeux à la réussite de cette phase pilote qui débouchera effectivement sur la production du biodiesel à l'échelle industrielle en Côte d'Ivoire. La mise en œuvre de cette phase pilote va demander la transformation d'au moins 100 tonnes de graines d'EVIA pour produire plus de 1000 litres de biodiesel. La lutte contre le chômage s'accentue dans notre pays. La deuxième phase du projet de formation et d'insertion des jeunes au métier de la grande distribution est lancée. Le top départ a été donné cette semaine même par les ministres Nguessan Kofi et Mamadou Touré et le consortium de la grande distribution en Côte d'Ivoire. L'espoir est donc permis pour 360 jeunes déscolarisés ou diplômés en quête d'emploi qui trouveront ici du travail, nous rapporte David Soyo et Rigori. 215 millions de francs CFA, c'est le coût du projet de formation et d'insertion au métier de la grande distribution. Ce sont les ministres Nguessan Kofi et Mamadou Touré, respectivement, chargés de la formation professionnelle et de la jeunesse, qui lancent la seconde phase du projet. Donne une seconde chance aux jeunes déscolarisés et aux diplômés sans emploi d'intégrer le marché du travail de façon durable. Tous les jeunes ont un talent caché. Notre ambition, c'est de déceler ce talent caché en leur offrant ces opportunités. Donc aujourd'hui, nous sommes avec les entreprises de la grande distribution. Demain, ça va être les entreprises des travaux publics et du bâtiment. Et donc, comme le souhaite le président de la République et le gouvernement, c'est que tous les jeunes de ce pays puissent être formés au métier et trouvent un emploi durable. Et je souhaite que tous les jeunes de Côte d'Ivoire puissent s'inscrire. Ils auront un mois, donc s'inscrire pour bénéficier donc de ces formations qui leur donnent beaucoup de chances pour avoir un emploi direct. Après la première phase qui a pris en compte 150 jeunes pour cette seconde phase, ce sont 360 jeunes recherchés. Ils seront, durant 5 mois,
formés dans les métiers de la charcuterie, boulangerie, boucherie, employés polyvalents et fruits et légumes. 15% des jeunes qui ont été admis en formation continuent le processus et ils sont très motivés à aller jusqu'au bout. Pour bénéficier de la formation, tout ce qu'il faut faire, c'est d'aller sur la plateforme de l'agence nationale, l'agence de l'emploi jeune. Et donc le site www.agenceemploijeune.ci. Autre temps fort, les ministres Nguessan Kofi et Mamadou Touré ont visité les premiers bénéficiaires en stage dans les grandes surfaces partenaires. Au total, ils sont 500 jeunes visés par le projet. Eh bien, se former afin de trouver un emploi est un défi à relever, mais comment régler la question de déficit d'enseignants, notamment dans la filière scientifique, dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire? Le ministre Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, préoccupé par ce sujet, initie des actions. Et l'une des idées est la classe étoile. Il vient justement de présenter la première promotion de cette classe dans laquelle les meilleurs bacheliers affectés à l'université seront regroupés puis formés afin d'assurer la relève, nous dit Sephora Zeki. Ces 34 étudiants font partie de la première promotion de la classe étoile de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'est un immense honneur pour moi parce que déjà que c'est la première promotion, c'est une sélection particulière qu'ils ont fait et on espère être à la hauteur, en tout cas moi particulièrement. Ce sont les meilleurs bacheliers des séries D, C et E, affectés à l'unité de recherche et de formation mathématiques informatiques. Ils auront droit à des cours d'un certain niveau, ce qui leur permettra éventuellement de passer les concours d'accès aux prestigieuses grandes écoles d'ingénieurs, notamment français, telles que X Polytechnique, Centrale et autres. La deuxième possibilité pour eux, c'est d'intégrer les écoles d'ingénieurs, par exemple de l'INPHB ou de l'NCA. Et la troisième voie, c'est d'aller en licence 3. Et comme ils sont excellents, certainement la majorité de ces étudiants-là pourront parvenir jusqu'au niveau doctorat, ce qui en fera donc des docteurs de belle facture pour le bien, j'allais dire, de notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. C'est une grande première dans l'enseignement supérieur. À long terme, parmi ces étudiants sortiront des cadres formés pour répondre aux besoins des entreprises, mais également des enseignants qualifiés. Et à l'attention des parents d'élèves, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation signale que les affectations en ligne des élèves en classe de 6e débuteront le 20 juillet 2022 à 23h59 et prendront fin le 6 août 2022 à minuit sur toute l'étendue du territoire. Cette opération se déroulera comme suit. Période d'affectation selon le total général pondéré 153 à 170 points à partir du mercredi 20 juillet 2022 à 23h59 et 136 à 170 points à partir du jeudi 21 juillet 2022 à 23h59 et enfin 85 à 170 points à partir du vendredi 22 juillet 2022 à 23h59. À cet effet, chaque parent d'élève est invité à procéder lui-même à l'affectation de son enfant dans l'établissement de son choix à partir d'un téléphone portable en envoyant le message DOB au 99 91 et en suivant les instructions. Notez que l'entrée dans les établissements d'excellence est soumise à condition, communiqué signé le directeur du cabinet Raoul Okwadio, préfet hors grade. Je vous convie à présent aux journées de l'habitat ouvertes aujourd'hui même à Abidjan. Les autorités publiques ivoiriennes et sénégalaises, les professionnels du bâtiment, les techniciens et les opérateurs économiques liés à ce secteur échangent sur des questions de logement et d'urbanisme. Le but est clair, développer un écosystème de l'immobilier compétitif sur notre continent, nous dit l'enseigne Bakayoko. Parmi les problématiques évoquées à ces journées de l'habitat, la prolifération de logements insalubres, l'extension urbaine non réglementaire qui draine toutes sortes de risques. Couplé au déficit en logement qui se creuse, un vrai défi que la Côte d'Ivoire essaie de surmonter. Si nous voulons inverser la tendance, il faudrait produire plus que 50 000 unités par an en Côte d'Ivoire. La question d'un financement stable et suffisant du logement se présente comme la contrainte majeure qui limite malheureusement l'efficacité de nos actions en faveur de ce secteur stratégique, pourtant pour nos économies.
Même si la disponibilité des financements a toujours été une nécessité, la nouvelle organisation institutionnelle devrait placer les opérateurs immobiliers et autres métiers connexes au cœur du dispositif. Le Sénégal a lancé 100 000, la Côte d'Ivoire 150 000. Déjà, d'événements sont importants pour qu'on puisse mutualiser nos actions et que chacun prenne l'acquis de l'autre pour faire une synergie et le mettre dans son pays. Le logement, un problème social qui exige des solutions d'ensemble. Le Sénégal est déjà sur la trajectoire. L'organisation de cette journée de l'habitat en terre africaine de Côte d'Ivoire montre la nécessité de développer une coopération sud-sud qui sera très bénéfique avec des échanges d'expériences des différentes politiques prônées par chaque pays. À titre d'exemple, nous pouvons citer le programme que nous sommes en train d'initier au Sénégal, qu'on appelle le projet des 100 000 logements. Autre chose, les projets de construction de logements sur une grande échelle ont le mérite de créer des emplois et un enchaînement de besoins secondaires en biens, services et commodités. Le président de l'UGN, l'Union fraternelle des cadres et élus du Grand Nord, Abou Egbani, était l'invité du magazine Africa Managers. Conférencier à cette tribune, il a évoqué les activités menées et c'est l'avenir de l'UGN. Il compte investir le terrain avec son équipe. L'Union fraternelle des cadres et élus pour le développement du Grand Nord veut contribuer au développement des 11 régions du nord du pays et allant de toute la Côte d'Ivoire. Et en tant que cadres et élus, notre responsabilité, c'est de nous engager, c'est de participer à côté de l'État pour résoudre l'ensemble des problèmes, qu'ils soient économiques ou sécuritaires. Et l'UGN que je représente entend jouer sa pleine partition, entend être complémentaire de l'État pour atteindre ses objectifs. Une initiative bien perçue. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'UGN a pour mission donc de rassembler l'ensemble des cadres et des élus du Grand Nord en vue de rassembler toutes les compétences et contribuer à notre façon donc à l'émergence, à l'économie de la Côte d'Ivoire. L'Union envisage créer 35 sections dans chacune de ces régions, ainsi qu'à l'extérieur où la diaspora est fortement représentée. Dans le reportage, Alexis Ouedraogo et Ahmed Traoré. Place à présent au point de la situation sanitaire dans notre pays dominé par le coronavirus. On ne baisse pas la garde dans la lutte contre le coronavirus. Notez que ce 14 juillet, notre pays enregistre 99 nouveaux cas de COVID-19 sur 1246 échantillons prélevés, soit 7,9% de cas positifs, 18 nouvelles guérisons et 0 décès. À la date du 14 juillet 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 84 347 cas confirmés, dont 83 259 personnes guéries, 806 décès au total et 282 cas actifs. Et la riposte s'accentue dans notre pays. La Côte d'Ivoire se mobilise pour affronter ce virus mortel. Notez que le ministre de la Santé vient de lancer à Yamoussoukro la campagne nationale d'immunisation contre la COVID-19. L'objectif est clair, atteindre 70% de couverture vaccinale d'ici la fin de l'année. Le ministre Pierre Demba invite les présidents des conseils régionaux à soutenir les efforts de lutte. Kader Sogodogo. Et c'est parti pour la campagne nationale d'immunisation contre la COVID-19 sur l'ensemble du territoire ivoirien. C'est Yamoussoukro qui a été choisi par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, pour le lancement. Après l'appel à la solidarité et les prises de train, des mesures par son Excellence le Président de la République pour réduire la contamination de la COVID-19, la Côte d'Ivoire a décidé de poursuivre et de renforcer sa riposte contre la Covid à travers l'immunisation collective. C'est dans ce contexte que s'inscrit la cérémonie de ce jour, marquant le lancement de la campagne nationale d'immunisation de la population contre la Covid-19. Honorables invités, mesdames et messieurs, l'histoire de notre pays nous édifie clairement que les maladies et les victoires que nous avons gagnées par le biais de la vaccination. Il s'agit de la variole, du tétanos néonatal, de la poliomyélite dans sa forme sauvage.
L'objectif national révisé est de vacciner 20 000 personnes âgées de 12 ans et plus d'ici le 31 décembre 2022. Passer de 24% à 70% de couverture vaccinale d'ici décembre 2022. Tel est l'objectif de cette campagne. Cela ne peut être possible sans la mobilisation de tous. Avant le lancement, Pierre Dimba a sollicité l'engagement des présidents des conseils régionaux pour barrer la route au virus. Les conseillers régionaux constituent donc des canaux appropriés pour assurer le rôle d'information, de sensibilisation et de mobilisation de la population pour la vaccination contre la Covid. Donc cette rencontre d'échange nous a permis de présenter le bilan à mi-parcours de la vaccination contre la Covid. Nous plaidons auprès des collectivités pour leur appui et leur pleine implication dans l'atteinte de l'objectif national que nous nous sommes fixés, à savoir immuniser au moins 70% de la population ivoirienne. Les élus régionaux entendent prendre leur place dans la lutte. Nous voudrons réaffirmer notre ferme engagement, Monsieur le ministre, j'insiste dessus, notre ferme engagement à accompagner par notre présence effective l'organisation d'activités spécifiques dans nos régions respectives afin de permettre à nos populations d'adhérer à la vaccination et au dépistage contre la Covid-19. La campagne nationale d'immunisation démarre officiellement le 15 juillet 2022. La vaccination est gratuite. Le pays bénéficie du soutien de l'OMS, de l'UNICEF, de l'USAID, du Fonds mondial et de la Banque mondiale. On promeut aussi l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. L'ONG Cœur de Mer International donne du sourire aux femmes dans la commune d'Atekoubé. Des dons d'une valeur de 20 millions de francs CFA ont été faits à plus de 5000 femmes. Grâce Kanto. Les femmes sont un maillon important dans la société et partant un élément incontournable dans la cellule familiale. Pour reconnaître le rôle capital qu'elles jouent en tant que cheville ouvrière de la cellule familiale, l'ONG Cœur de Mer International a voulu les honorer en leur remettant des ustensiles de cuisine d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA, d'où cette action symbolique à plus de 5000 femmes de la commune d'Atekoubé. L'ONG dans l'ensemble nous a aidés jusqu'à aujourd'hui, fait beaucoup pour les femmes. Il y a des subventions pour aider les femmes à grandir leur commerce. Il y a des subventions pour aider les orphelins. Il y a des femmes qui sont dans le besoin et qu'elles aident beaucoup. Nous sommes vraiment honorés, nous les femmes d'Atekoubé. Je dis un grand merci à notre maman. Et parce que c'est une femme qui a un grand cœur. Elle n'est pas obligée de le faire. Elle vient du Gabon. Elle pouvait quand même donner des dons aux femmes gabonaises. Mais elle a dit non, je viens en Côte d'Ivoire pour aider mes soeurs, pour aider mes mamans. Vraiment, c'est une grâce pour la commune d'Atekoubé. 10 ans que l'ONG Cœur de Mer International œuvre pour l'épanouissement de la femme à Atekoubé à travers diverses initiatives. Des actions sociales qui ont tout leur sens. Le travail qu'elles abattent chaque jour dans leur maison, dans leur famille, nous sommes avec elles. Sans la femme, l'homme n'est rien. Quand la femme est triste, la maison est triste. Quand la femme sourit, la maison est heureuse. Donc pour moi, c'est une façon de les magnifier. Et le fait qu'elles soient là avec nous tous les jours, lorsque nous avons besoin d'elles, elles répondent présentes. Parce qu'Atekoubé, déjà pour nous, c'est une commune famille. Elles ont le soutien du gouvernement pour continuer à être cette source d'inspiration, pour continuer à être ces piliers pour leurs enfants, pour leurs familles. Les femmes sont au début et à la fin. Une cérémonie rehaussée par des épouses d'ambassadeurs venues témoigner leur reconnaissance à l'ONG Cœur de Mer International qui ne ménage aucun effort pour rendre la femme visible dans son environnement. Et avant de nous séparer, je vous rappelle ce qui concentre l'actualité ce jeudi en Côte d'Ivoire. La paix, la réconciliation se consolide dans notre pays. La rencontre Ouattara-Bédié-Gbagbo a eu lieu ce jeudi 14 juillet. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu au palais présidentiel avec ses deux prédécesseurs, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Cette rencontre entre ces trois leaders de la politique ivoirienne est l'une des recommandations du dialogue politique tenu en début d'année. Et fin de ce 20h, supervisé par Hervé Blé et Adama Koné, il a été réalisé par Mariette Alangba, Stéphane Kona. Merci à toute la régie là-haut, surtout à vous, et merci à toutes les équipes techniques. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Kolo Klubali. N'oublions pas de promouvoir dans notre cœur la paix, ce trésor inestimable.